Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre disponibilité. Aujourd'hui, on est dans la continuité des webinaires sous l'intitulé Les clés du ferroviaire. C'est le genre de webinaire que vous avez déjà pu regarder, et c'est les webinaires qui nous permettent de travailler vraiment une conscience collective sur le ferroviaire, ce qui est plutôt pratique parce que là, en l'occurrence, on va traiter de l'innovation, mais parfois on traite des sujets d'expérimentation. Demain, on pourra traiter de l'international. D'ailleurs, c'est le cas. Demain, il y a un webinaire sur l'international. On vous y convie. Et c'est le genre de webinaire dans lequel on s'associe. Là, vous verrez, toute structure va se présenter par la suite. C'est, on fait filière, on fait équipe de France, et c'est pas anodin pour nous parce que dans l'idée, la filière ferroviaire mérite de pouvoir travailler en réseau. Elle le fait pas assez. Vous connaissez l'expression chasser en meute, c'est vraiment notre ambition. Et généralement, on parle de l'innovation dans le ferroviaire à travers le corifère au sens de l'appel à manifestation d'intérêt. Euh, c'est une, euh, c'est un dispositif qui arrive généralement tous les 2 ans, et en fonction de l'actualité politique, il existe ou il n'existe pas, et vous comprendrez bien qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans l'expectative là-dessus. Mais assurément, le message qui vous sera passé notamment aujourd'hui, c'est le fait de dire il existe des AAP, des AMI qui sont disponibles, et si on s'associait pour, comme aujourd'hui, partager l'existence de ces dispositifs, et qu'on réfléchissait un petit peu pour monter des projets ensemble, on arriverait très certainement à avoir des dispositifs type euh, dispositifs IA, sécurisation des matières premières, ou encore développement de nouveaux modes d'énergie. Donc, je vous remercie de votre présence à tous, et puis très rapidement, je passe la parole. Merci. Alors, du coup, je vais prendre la suite pour, présenter l'agenda rapidement. Donc là, vous venez d'avoir, l'introduction par, Jean-Jacques Nougoro de la FIF. On va vous faire une présentation rapide des pôles et des clusters qui sont, autour de la table aujourd'hui pour, vous présenter les différents, dispositifs. Et ensuite, on vous présentera d'abord, les AAP, donc les appels à projets généraux, donc qui ne sont pas, thématisés. Donc au niveau régional, alors plutôt le principe au niveau régional, parce que comme vous le savez, il n'y a pas qu'une région en France, donc on ne va pas tous vous les présenter. Au niveau national, puis au niveau européen, et ensuite on passera aux appels à projets thématisés, donc qui ont des thématiques comme par exemple l'IA ou les espaces de données, donc au niveau national et au niveau européen, et on finira par une session de questions-réponses. Néanmoins, sauf contre-ordre de mes collègues, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation au fur et à mesure, et on s'organisera pour y répondre au mieux. Du coup, je pense que c'est Cara qui doit se présenter en premier, si je ne me trompe pas. Ouais, bonjour à tous. Guillaume Peñuela pour Cara. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc très rapidement, comme je suis le premier, je vais essayer de ne pas m'étaler. Cara, c'est un pôle de compétitivité et cluster en Auvergne-Rhône-Alpes à l'origine, et puis en Centre-Val de Loire depuis quelques années. Chez Cara, donc on a un peu plus de 400 adhérents cotisants, et on anime 6 filières. Il y en a 4 qui bénéficient d'une animation renforcée, notamment le ferroviaire. Et puis on en a 2 autres plus petites qui ne sont pas représentées en bas à droite, qui sont le fluvial et le transport aérien guidé. Voilà, donc bien sûr, je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous en avez. En termes de contact, pour la filière ferroviaire, je vous invite à contacter de manière privilégiée Julien Alvarez, qui est connecté d'ailleurs ce matin et qui est référent sur le sujet. Pour ma part, je suis plus porté sur les sujets d'accompagnement de projets d'innovation, de R&D, d'expérimentation. Alors, du coup, je vais garder la parole. Donc, moi, je représente ID for Mobility. ID for Mobility, donc nous sommes aussi nous sommes les cousins de Cara dans l'ouest de la France. Donc, on couvre Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. On a quasiment 500 membres aujourd'hui. Et donc, on est comme Cara et les autres pôles, on a 20 ans cette année. Donc, on a accompagné un certain nombre de projets. En termes de structuration, on travaille autant sur les services de mobilité que les
infrastructures de transport, mais aussi les véhicules et toute l'industrie des mobilités. Et c'est là où on peut retrouver, on a une dizaine de communautés, dont la communauté ferroviaire, qu'on retrouve autant dans les sujets d'infrastructure que de services ou de véhicules. Donc, comme Cara e-Trans, on accompagne les différents montages de projets, notamment les projets d'innovation et les projets européens. Et donc, chez nous, on est 3 interlocuteurs. Donc, moi-même, plutôt sur la partie Nouvelle-Aquitaine et Europe. Ma collègue Éléonore, qui s'occupe plutôt de la partie Pays de la Loire, mais pas que. Et mon collègue Pierre sur la partie Bretagne. Dans tous les cas, je pense que les slides seront envoyés. Donc, si vous êtes sur une de nos régions et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Véronique. Anthony Duval, je représente e-Trans. Alors, e-Trans fait partie de la grande famille des pôles de compétitivité. On est situé en Hauts-de-France. On a une trentaine d'années d'expérience et 20 ans en tant que pôle de compétitivité comme Idefort Mobility. On a une structure native, vertébrale, très ferroviaire. C'est pour cela qu'on a aussi un panorama de membres jusqu'en Île-de-France, voire certains sur l'ensemble du territoire. On s'attelle à d'autres mobilités, mais toujours dans l'optique de croiser, faire de la fertilisation croisée entre les innovations avec cette colonne vertébrale de ferroviaire. Alors, nous, on compte aujourd'hui environ 200 membres. On a, sur les 4 dernières années, accompagné un peu plus de 200 projets. On organise, comme tous les pôles, plusieurs événements, plusieurs typologies d'événements pour nos membres. Et on compte, pour la filière ferroviaire, en tout cas, on essaie de tenir une place de filière, comme l'a dit Jean-Jacques, pour travailler en mode filière, en mode équipe. On anime le comité R&D du Corifère et on s'appuie fortement sur l'IRT, l'Institut de recherche technologique Relnium, qui est l'IRT de la filière ferroviaire. Pour voilà, vos représentants avec les adresses mail, donc Élodie et moi, nous tenons disponibles pour la filière ferroviaire si vous avez des questions et nous serons ravis d'y répondre. Oui, bonjour à tous. Donc, Séverine Ranier, directrice de Ferrocampus. Nous faisons partie de ce réseau. Nous n'accompagnons pas les projets. Nous sommes sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour nous, c'est Idefort Mobility qui est notre partenaire et qui aide sur les accompagnements. Nous, on est un service assez opérationnel. On est un centre d'essai collaboratif, c'est-à-dire qu'on possède plusieurs moyens qui pourraient vous servir dans vos projets. Donc, soit des moyens infrastructures, sites fermés comme les ports, sites ouverts type STR-MTG. On a du matériel roulant et on est une plateforme de données. On est tiers de confiance sur la mise à disposition régulée de la donnée. Dans les projets, il y a aussi besoin de faire ce qu'on appelle du transfert, de faire connaître vos sujets. Et on a 2 moyens pour les faire connaître. Un showroom des innovations et 2, un partenariat très fort avec l'éducation nationale, notamment pour transformer le savoir de l'industrie en modules pédagogiques et par exemple en travaux pratiques sur des niveaux d'études du CAP au Bac+5. Notre contact privilégié sur le centre d'essai collaboratif, c'est Cyril Florent. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Et puis sinon, contactez Idefort Mobility. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là, et on va commencer à vous présenter les différents appels à projets. Donc encore une fois, les slides vous seront diffusés et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. L'objectif de la matinée, de l'heure qui suit, c'est de vous présenter un panorama des aides existantes. On ne pourra pas rentrer dans le détail précis de chacune des aides. Donc quelque part, c'est un peu un teaser qu'on va vous faire ce matin. Mais surtout, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Cara, e-Trans ou nous en fonction de votre zone géographique pour qu'on puisse rentrer dans le détail et vous donner plus d'informations. Oui, comme le soulignait Véronique à l'instant, effectivement, on va ne faire que survoler et tâcher de vous donner des éléments clés pour aborder le sujet, parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'appels à projets, on pourra en parler certainement pendant des heures. Or, on n'a pas ce temps-là.
Donc, on va commencer par les dispositifs régionaux et je voulais porter à votre connaissance, ou en tout cas rappeler à votre mémoire, qu'il existe dans la plupart des régions un volet régionalisé de France 2030. Alors, France 2030, c'est un grand chapeau administratif dans lequel on va retrouver plein d'appels à projets et même la quasi-totalité des appels à projets actifs en France ces dernières années. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts régionaux pour avoir le détail. L'avantage de France 2030 régionalisé, c'est que c'est des dispositifs qui ont le même esprit dans toutes les régions. Après, chacun peut avoir ses spécificités, mais vous allez retrouver un appel à projet d'innovation type bottom-up qui s'adresse aux PME, voire aux ETI dans la plupart des régions. Vous allez aussi retrouver un appel à projet de structuration de filières dans la plupart des régions également. Donc là, évidemment, ça va se porter en consortium, alors que les projets d'innovation, c'est plutôt monoporteur. Mais vous allez aussi avoir des projets collaboratifs de R&D, en particulier le IDEMO régionalisé, qu'on va détailler sur la slide d'après dans quelques instants. Donc, j'en dis pas trop à présent. Et vous pouvez aussi avoir des appels à projets d'ingénierie de formation professionnelle pour concevoir les futurs parcours pédagogiques et préparer les futurs travailleurs à répondre aux besoins de vos entreprises en termes de formation initiale, mais aussi, pourquoi pas, de formation continue et de compétences plus largement. Le plan France 2030 régionalisé a été prolongé d'1 an, donc sur les mêmes crédits dans la plupart des régions, à confirmer au cas par cas. Mais dans le cas général, il y a ces éléments-là qui devaient se clôturer plutôt fin 2025 vont se clôturer plutôt fin 2026 à présent. Donc c'est encore tout à fait d'actualité, c'est des guichets qui fonctionnent bien. Et les pôles, d'une manière générale, sont rodés à vous accompagner sur ces différents dispositifs. Avant d'entrer plus dans le détail du IDEMO régionalisé, qui sera un bel exemple canonique de ce qu'on peut imaginer comme projet, un petit mot sur les dispositifs spécifiques à chacune des régions. Donc là, ça va dépendre de la politique locale qui est appliquée. Mais d'une manière générale, on vous invite à vous rapprocher de votre direction de l'économie auprès de votre conseil régional spécifiquement. Par exemple, alors je parle pour ce que je connais, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a ce qui s'appelle le PAC relocalisation avec tout un tas de mesures pour aider à l'investissement, à trouver des terrains d'implantation. Bon, voilà, il y a plein de mesures comme ça qui existent au niveau de la direction de l'économie. Et de la même manière, au niveau de vos directions de l'enseignement supérieur et de la recherche respectives, dans vos régions respectives, vous allez peut-être, même très certainement, trouver des dispositifs alors qui, chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes, vont s'appeler partenariat d'innovation, pour faciliter la collaboration entre entreprises et laboratoires régionaux, ou encore des choses qui vont ressembler à notre R&D Booster Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui est, en gros, c'est un petit démo régionalisé pour des budgets inférieurs, si je simplifie. Donc voilà, là, c'est spécifique à la région, mais il existe des choses proches de ça, voire très différentes encore dans tous les territoires de métropole, hein, quasiment. Donc passer, soit rapprochez-vous directement du conseil régional, soit passer par vos contacts pôle. Donc IDEMO Région, juste les éléments clés, c'est un appel à projet typiquement pour soutenir les projets de R&D collaborative avec des budgets éligibles qui vont de 1 à 4 millions d'euros. L'aide étant comprise entre 500 000 et 2 millions d'euros globalement. Ça s'adresse donc collaboratif en France, ça veut dire quoi? D'une manière générale, c'est 2 entreprises dont au moins une PME ou une ETI et un laboratoire de recherche. Donc, on peut imaginer par exemple un consortium avec une PME, un grand groupe et un labo. Il y aurait plein de choses à en dire, mais retenez que les consortiums, c'est maximum 5 partenaires. Par contre, sur ce dispositif, l'aspect collaboratif, il est obligatoire. Et petite subtilité que j'ai choisi de mettre en avant ici, c'est que les projets peuvent ou doivent, selon les régions, être labellisés au choix du porteur par un ou plusieurs pôles de compétitivité. Ça, c'est la petite nuance, parce qu'on peut imaginer un IDEMO région qui va être 100% Bourgogne-Franche-Comté, par exemple,
Mais on peut aussi imaginer un IDEMO région qui va être interrégional avec le même consortium considéré, mais les partenaires implantés dans différentes régions. Ça, c'est tout à fait possible. Ça fonctionne bien. Il y a des projets qui ont été labellisés et financés comme ça. Le seul écueil, c'est que du coup, ça impose un double dépôt en parallèle et que la candidature est un peu plus complexe à monter. Donc voilà, il faut avoir en tête que l'esprit est le même vraiment, qu'il peut y avoir quand même des spécificités de cahier des charges et tous les acteurs connectés ce matin sont là pour vous y accompagner. La prochaine relève est très prochaine, hein, c'est le 28 octobre, donc c'est un petit peu court si vous ne travaillez pas déjà sur une candidature, mais comme je l'indiquais précédemment, il y a 2 nouvelles relèves en 2026 qui sont déjà confirmées dans certaines régions, qui sont encore à confirmer dans d'autres, mais ça devrait se faire. Et vous avez le lien en bas de slide pour avoir tous les détails. L'idée, c'est vraiment de vous intéresser au sujet, si vous ne le connaissez pas déjà. Et il y a beaucoup de choses à creuser avec vos partenaires pôles si vous souhaitez vous positionner là-dessus. Merci Guillaume. Donc là, pour info, le lien, c'est vraiment Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez les mêmes dispositifs dans quasiment toutes les régions françaises. Tout à fait. Sur le même modèle, vous changez l'URL dans votre barre de recherche et vous tombez sur votre région. Je propose maintenant de passer au niveau des dispositifs nationaux et commençons par celui-ci. Donc, si vous avez un projet de recherche dans le ferroviaire, l'appel à projet générique 2026 de l'ANR est peut-être l'une des meilleures portes d'entrée vers un financement public structurant. Son objectif est de soutenir des projets de recherche, tant que faire se peut, ambitieux, recherche fondamentale ou appliquée, individuelle ou collaborative, mais qui contribuent à renforcer la compétitivité et la souveraineté scientifique et technologique de la France. Tous les acteurs de la recherche peuvent candidater, des laboratoires publics, des labos d'entreprises, des PME, des ETI, des grands groupes, mais aussi des associations ou des fondations. Ce qui compte dans cet appel à projet, c'est d'avoir au moins un partenaire public issu de la recherche dans le consortium. Alors cet appel, il se structure autour de 5 instruments de financement qui sont notés ici. JCJIC pour les jeunes chercheurs, PRME pour une seule équipe, PRC pour les collaborations académiques, PRCE pour les projets collaboratifs avec une ou plusieurs entreprises et PRCI pour les coopérations internationales. Ces projets doivent s'inscrire dans l'un des 57 axes scientifiques de l'appel. C'est très vaste. Mais plusieurs de ces axes croisent directement les enjeux du ferroviaire et on peut penser notamment à la transition énergétique, aux mobilités durables, au numérique, à la résilience, à la cybersécurité. Bref, je pense que tous les sujets peuvent trouver écho parmi ces 57 axes. En pratique, la première étape pour le dépôt des pré-propositions se clôture quasiment demain, le 14 octobre, et la sélection finale sera publiée à l'été 2026 pour un démarrage des projets à l'automne. Donc, si vous portez une idée déjà instruite qui peut faire bouger les lignes et qu'il s'agisse de sobriété énergétique, d'automatisation, de matériaux innovants, de maintenance prédictive, c'est le moment de se positionner. N'oubliez pas que votre pôle est là pour vous accompagner dans le montage, la valorisation du projet et la mise en réseau. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur des dispositifs incontournables du financement public de l'innovation. Je vais en présenter 3 qui sont portés par la BPI, les concours iLab et iNov et l'appel à projet IDEMO. Alors, commençons par le dispositif iLab ou iLab, on entend les deux. C'est créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, opéré par BPI dans le cadre de France 2030. Et iLab est un concours national qui repère et soutient les créateurs d'entreprises technologiques de rupture. Son ambition, c'est de transformer des projets de recherche en success story. Chaque année, ce concours récompense une centaine de lauréats, principalement des chercheurs, des ingénieurs, des jeunes entrepreneurs qui décident de franchir le pas et de créer une start-up. Ces lauréats bénéficient d'une subvention pour aller jusqu'à 600 000 euros versés pour financer leurs travaux de R&D, pour assurer la protection de leur propriété intellectuelle, pour réaliser des prototypes, des études de marché. Mais surtout, être lauréat, c'est rejoindre un écosystème d'accompagnement unique porté par BPI France et un ensemble de réseaux d'innovation régionaux. Concrètement,
jusqu'à aujourd'hui, ILAB a permis d'accompagner, depuis qu'il a été créé, plus de 2000 entreprises. Certaines sont devenues des acteurs majeurs dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'IA et des mobilités. Notez que ce concours, c'est bien plus qu'un financement. Finalement, BPI l'annonce comme une rampe de lancement pour celles et ceux qui veulent faire passer l'innovation française du laboratoire au marché. Dans la continuité de ILAB, on a un autre concours qui est le concours Innov. C'est un dispositif qui est aujourd'hui clôturé. Sa 14e vague s'est achevée la semaine dernière. Mais ça pourrait très bien se réouvrir dans les prochains mois. Alors son objectif, c'est un concours. Donc c'est un concours national qui a été créé pour faire émerger des champions technologiques français, les champions de demain. L'État, encore une fois, via France 2030, cofinance des projets de rupture portés par les PME ou les startups les plus audacieuses et potentiellement des startups créées par le concours précédent iLab. Des startups ou des PME qui vont porter des innovations capables de transformer les filières. On passe du numérique à la santé, des énergies au transport durable. Ce concours s'adresse aux PME immatriculées en France, prêtes à développer un projet individuel non collaboratif. Un projet dont les dépenses s'élèvent entre 1 et 5 millions d'euros. L'objectif est clair, c'est de soutenir ces entreprises capables d'industrialiser leurs innovations et d'accéder au marché en assurant des retombées économiques et environnementales concrètes. Et donc, voilà, les projets sont évalués sur le caractère innovant, les impacts, on en a parlé, qu'ils soient économiques ou environnementaux, et la maturité technologique visée en sortie de projet. Les aides, au niveau des aides, les aides vont couvrir jusqu'à 45% des dépenses éligibles pour les petites entreprises et jusqu'à 35% pour les moyennes. Notez que le financement se fait sous la forme de mix entre subventions et avances remboursables pour un soutien total qui peut être compris entre 500 000 euros et 2 millions d'euros. Donc en résumé sur ce concours, c'est aujourd'hui pour BPI la vitrine de l'innovation française, c'est une véritable passerelle entre la R&D et le marché. Donc encore une fois, si vous avez une idée à fort potentiel, une innovation technologique pour un rail plus durable, plus sobre, plus intelligent, pensez à vous préparer. Il y aura probablement une prochaine fenêtre de tir de Innov. Et dans la continuité, en fait, on va trouver un dispositif, le dispositif qu'a présenté Guillaume, mais cette fois au niveau national, le IDEMO. C'est un dispositif capable de propulser vos innovations du stade du prototype à celui du démonstrateur industriel. Donc, on monte encore en TRL et cette prise de risque, elle est partagée avec l'État. C'est le levier phare de France 2030, enfin l'un des leviers phares. On veut soutenir des projets d'innovation ambitieux, technologiques, des projets d'innovation de services qui viennent renforcer la compétitivité industrielle française, d'accélérer la transition écologique et énergétique, numérique et structurer durablement nos filières. Les bénéficiaires sont des entreprises innovantes de toute taille cette fois-ci, qu'elles avancent seules si ce sont des PME ou en consortium avec d'autres acteurs industriels ou académiques. Vraiment, l'appel encourage les collaborations entre tout type de structures dans la droite ligne du IDEMO régionalisé, avec ici une attention particulière pour les consortiums qui intègrent ou qui laissent la place aux startups et aux PME émergentes. Alors, pour être éligible, il faut répondre à plusieurs critères, c'est vrai, exigeants, mais stimulants. Le projet doit être réalisé en France, présenter une forte composante innovation et s'inscrire dans une logique de marché claire. Et puis respecter une logique de ne pas nuire à l'environnement. On l'a dit, comme pour le IDEMO régionalisé, la labellisation par votre pôle de compétitivité est un vrai plus et est encouragée ici dans le IDEMO. Alors au niveau des montants, ça finance des projets qui dépassent les 4 millions d'euros. Donc on est déjà sur des projets d'une belle envergure, avec un taux d'aide qui peut aller jusqu'à 60% pour les PME collaborant dans un consortium. Encore une fois, l'aide se combine entre un mix de subventions et d'avances remboursables, le tout géré par BPI. Donc IDEMO, c'est vraiment l'opportunité pour le ferroviaire, quand on parle filière, d'innover ensemble, plus fort, plus vert, tout en partageant le risque avec l'État. On peut s'attendre à une 5e vague, on l'espère, sur courant 2026.
Donc, en résumé de ces 3 dispositifs qui sont aujourd'hui, on le répète, clos, mais dont la récurrence est avérée, si vous portez un projet deep tech, une innovation de recherche ou la volonté de réaliser un démonstrateur et de le passer à un TRL suffisamment haut, bah, c'est le moment de se préparer, d'identifier vos partenaires, de structurer vos projets et de faire appel à votre pôle pour vous accompagner dans le montage et la labellisation. Donc moi, je vais enchaîner avec les dispositifs génériques au niveau européen. Donc là, vous l'aurez vu, hein, les dispositifs qui vous ont été présentés jusqu'ici s'appliquent bien sûr aux ferroviaires, mais effectivement à toutes les filières. Il en est de même sur les programmes dont je vais vous parler au niveau européen. Juste avant ça, j'ai intercalé cette petite slide pour vous donner comment dire, une vision globale. Au niveau européen, on a un certain nombre, comme au niveau national, hein. D'ailleurs, on a un nombre de guichets assez important d'aide. Là, vous verrez qu'en fonction des objectifs des différents programmes, si on est sur de la recherche, de l'innovation, sur de l'investissement, des projets qui sont liés au marché unique européen ou plutôt à l'environnement et au climat, ou encore à la défense, à chaque fois, on a des dispositifs différents. Là, moi, ce dont je vais vous parler ce matin, c'est dans un premier temps du dispositif Eurostar, parce que le dispositif Eurostar, c'est un dispositif qui n'est pas dédié à une filière, hein. L'objectif, là, c'est vraiment de faire travailler ensemble les PME européennes, donc sur des projets collaboratifs de R&D. Donc là, il faut vraiment avoir en tête ces 2 mots-là quand on parle de ce projet des projets Eurostar. Donc le collaboratif et les PME. Donc on est plutôt sur des TRL relativement hauts. L'objectif, c'est d'avoir une commercialisation donc à moins de 2 ans après la fin du projet. Donc c'est-à-dire que Eurostar permet un projet qui va avoir jusqu'à une durée de 3 ans, et sous 2 ans après la fin de ce projet, vous devez avoir commercialisé un produit ou un process ou un service. C'est forcément un projet qui est avec un leader PME européenne, qui doit d'ailleurs supporter au moins 50%, enfin les PME de façon globale dans le projet doivent supporter au moins 50% du projet, du budget, pardon. Donc vous pouvez très bien avoir un projet Eurostar avec une PME française, une PME belge par exemple, et un grand groupe allemand et un académique italien. Néanmoins, les 2 PME belges et françaises devront avoir plus de 50% du budget. Néanmoins, là, je vous ai fait un exemple avec 4 partenaires. Le minimum pour un projet Eurostar, c'est 2 partenaires. Donc, habituellement, il y a 2 cut-offs par an, en général, un à l'automne et un au printemps. Et donc, c'est un dispositif qui a lieu tous les ans. Les modalités de financement, alors là, je vous ai mis les modalités de financement pour les partenaires français. Parce que ce dispositif-là a un système de financement qui est lié à chaque pays. Donc, typiquement, si vous êtes avec un partenaire espagnol, le partenaire espagnol ne sera pas forcément financé de la même façon que vous. Il y a néanmoins une instruction au niveau européen qui va dire « Ok, le projet nous intéresse ou pas ». Et ensuite, c'est au niveau national que le financement se fait. Donc ça, c'est le programme Eurostar. Et le deuxième programme, le deuxième programme générique, c'est le programme des EIC. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Alors je suis désolée, ma copie d'écran est un petit peu pixelisée, mais un petit peu dans le même esprit que ce qu'a présenté Anthony sur le continuum iLab, pardon, je vais y arriver, Innov et IDEMO. Là, on a sur l'EIC un principe de Pathfinder, Transition et Accélérateur. Et l'objectif, en fait, c'est de couvrir les différents TRL. Donc là, je vais vous les présenter très rapidement, mais on est vraiment dans le même esprit. Le Pathfinder, hop, je vais y arriver, excusez-moi.
Hop. Le Pathfinder, on est sur des TRL très bas, 1 à 4, là où on va pouvoir avoir des consortiums ou du monodéposant. Donc là, on est sur de la subvention. Ensuite, on a le dispositif EIC Transition, où on va être sur des TRL plus hauts. Et on termine par l'EIC Accélérateur, qui est souvent le plus connu, notamment des entreprises, où on va démarrer autour d'un TRL 6 pour finir quasiment au marché. Et là, le IC accélérateur, on est sur des projets monodépose. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, donc le IC Pathfinder, là, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur de la recherche presque fondamentale. L'objectif, c'est de valider des bases scientifiques et techno pour arriver à un POC. Là, on est sur un projet qui peut être 3 entités légales issues de 3 pays différents, mais dans certains cas, il peut y avoir du monodéposant. On est sur des projets relativement longs, 36 à 60 mois, avec des budgets autour de 3 à 4 millions par projet. Et on a 2 modalités, open ou challenge, c'est-à-dire soit c'est ouvert et vous pouvez proposer n'importe quel projet, n'importe quelle thématique, ou alors vous rentrez dans un challenge qui a été identifié par l'Union européenne, par la Commission, qui souhaite voir travailler ce challenge en particulier. Donc, à retenir, là, sur ce dispositif-là, on a un dépôt en général en automne. C'est une subvention de 100% parce qu'on est sur des TRL assez bas, mais des projets relativement longs. Donc, pour valider des bases techno ou scientifiques de projets. Ensuite, dans la continuité, on a l'EIC Transition. Là, l'objectif, c'est de faire maturer une technologie, mais aussi tout l'aspect concept commercial qui peut y avoir avec cette techno. Là, pareil, on peut être sur des monobénéficiaires ou sur des petits consortiums. On est sur des durées de réalisation un petit peu plus courtes, 2 à 3 ans en général, avec des budgets de projet à 2,5 millions par projet. Et là, ce que je vous ai indiqué ici, c'est que les sujets éligibles sont issus d'une liste fournie par la Commission. C'est-à-dire que la Commission européenne, en fait, regarde dans tous les dispositifs de financement de recherche bas TRL, comme le IC Pathfinder dont je viens de vous parler, mais aussi sur d'autres dispositifs, et établit une liste de projets dont les résultats peuvent être travaillés dans le cadre d'un EIC Transition. Et donc là, on est sur une subvention aussi de l'ordre de 100%, et on est en général sur un dépôt en automne. Là, c'était au mois de septembre. Donc, on est vraiment dans la continuité de l'EIC Pathfinder ou d'un projet Horizon Europe qui pourrait être listé. Par exemple, nous, cette année, on a fait une sélection des appels, des projets qui étaient retenus dans cette fameuse liste par la Commission européenne, qu'on a diffusé à nos adhérents sur des sujets où on savait qu'ils étaient intéressés, ce qui a permis à une entreprise, par exemple, de monter un projet sur la base d'un résultat qui avait été travaillé par un autre consortium. Donc ça peut être un dispositif intéressant à regarder. Ensuite, on a l'EIC accélérateur qui est un peu le bout du tunnel, où une fois qu'on a validé sa techno, qu'on l'a fait maturer, l'objectif de l'EIC accélérateur, là, c'est de financer uniquement des monodéposants et de financer un peu les licornes de demain en Europe. Là, c'est vraiment d'aller sur de la fin de maturation du TRL 6 à TRL 9, sur des projets relativement courts, de 12 à 36 mois. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'amener sur le marché des innovations très prometteuses au niveau européen. Donc, il faut un peu, je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement que dire qu'il faut un effet waouh sur la techno que vous portez pour être financé. Et donc là, en fait, sur ce dispositif-là, on a un double mécanisme de financement. Il peut y avoir une partie subvention sur de la R&D qui restera à faire sur le produit, et une partie equity notamment, donc participation en fait au capital de l'entreprise pour booster en fait l'entreprise. Et là, on peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Donc voilà, donc on a au niveau européen un peu le même dispositif, les mêmes dispositifs qu'au niveau français, sauf que soit on a une exigence de consortium européen, ce qui semble assez logique, soit on est sur des sujets assez pointus en termes d'innovation.
Donc voilà, sur les projets, sur les dispositifs généraux au niveau européen. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va repasser au niveau national, mais sur des dispositifs ciblés. Donc, je vais reprendre la parole quelques minutes pour vous parler rapidement de dispositifs nationaux qui ne sont pas forcément dans votre cœur de métier, mais qui présentent des opportunités pour la filière de mettre en commun et d'arriver à des résultats qui vont servir l'ensemble des acteurs. Donc, ces deux exemples qui illustrent les opportunités qui se présentent ponctuellement. Voilà. Si on avait fait le webinaire avant l'été, on vous aurait présenté d'autres dispositifs qui étaient ouverts à l'époque et pas forcément ceux-ci parce qu'ils n'étaient pas forcément encore ouverts. Et si on le faisait 6 mois plus tard, voilà, ça changerait. Donc, pour être tenu informé de ces dispositifs-là, encore une fois, il faut être proche de vos contacts pôles ou régionaux, ou voilà, faire une petite veille pour ne pas laisser filer ces dispositifs-là, ces relèves-là. On va parler donc en premier lieu de l'appel à projet Espace de données qui est opéré par BPI France. C'est un appel à projet qui vise à déployer des outils logiciels qui vont être dédiés au partage de données et à leur traitement dans une filière. Voilà. Donc ça peut marcher complètement pour le ferroviaire, avec des exigences en termes d'accessibilité, d'interopérabilité et de qualité des données qui vont être partagées, et bien sûr de sécurité, hein. Les projets doivent être portés par soit une structure qui va être représentative de la filière, soit éventuellement un consortium jusqu'à 6 partenaires, parmi lesquels une entreprise est identifiée comme chef de file. Donc, bon, ça c'est tout à fait classique, mais ce genre de projet peut tout à fait mobiliser des compétences complémentaires qui sont réparties dans plusieurs structures. Dans le cas d'un consortium, il faudra à minima une PME, une ETI. Ça aussi, c'est classique, mais les grandes entreprises sont les bienvenues également. Plus largement, pour être éligible, pour éviter que les initiatives, que les projets partent un peu chacun dans leur direction, il vous sera demandé de vous inscrire dans une initiative soit nationale, soit européenne, soit même plus large, de création d'espaces de données. Et pour ça, donc, en termes d'illustration, il y a Gaia X ou Manufacturing X qui se font au niveau européen. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Mais voilà, il faut simplement se rapprocher de ces démarches-là, histoire d'articuler votre projet logiquement avec l'existant et de ne pas réinventer la roue, évidemment. De manière très classique aussi, évidemment, le projet ne doit pas avoir d'impact délétère sur l'environnement, sinon ce n'est pas en accord avec les objectifs que se fixe la Commission européenne et qu'on se fixe collectivement. Mais ça s'adresse quand même à des projets qui sont impactants avec des budgets d'au moins 2 millions d'euros en termes de dépenses éligibles. L'aide se fait sous forme de subventions pour partie et d'avances récupérables pour une autre partie, jusqu'à 50% du maximum des dépenses. Donc c'est quand même assez intéressant. Tout ça étant plafonné par la réglementation européenne. Mais là encore, chaque partenaire va pouvoir bénéficier d'un taux d'aide qui est adapté, on va dire, à sa taille. Plus on est une grande entreprise, plus ça va être limité en pourcentage d'intervention. Mais les budgets d'une grande entreprise peuvent être supérieurs à ceux d'une PME, hein, en termes de capacité à porter le projet. Et si jamais on voit des partenaires de recherche, là, c'est pris en charge sur le projet. Prochain dépôt le 19 novembre, mais il y en aura encore 2 autres en 2026. Donc ça vous laisse le temps de vous organiser. C'est un appel à projet, il faut presque le voir comme des projets filières, pas complètement. Mais voilà, il y a cette notion-là de développer un outil qui va servir à un groupe large d'acteurs pour mettre un maximum de chances de votre côté. Autre appel à projet dont on veut vous parler, il s'appelle Pionnier de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est un style différent, ça vise à soutenir des projets de R&D à fort potentiel d'innovation, hein, même de rupture technologique.
qui vont avoir non seulement un impact durable sur l'économie, parce que ça va générer du business, vous faire gagner en compétitivité, etc., et aussi contribuer à la souveraineté nationale, c'est-à-dire limiter la dépendance aux outils IA d'autres régions du monde, Chine ou USA par exemple. Les projets peuvent être monopartenaires, comme ils peuvent être collaboratifs. Donc voilà, je ne repasse pas dans le détail. Toujours avec l'implication, dans tous les cas, d'une PME ou d'une ETI. Les laboratoires peuvent porter également, comme les universités. Donc ça, c'est bien de le noter. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes proche d'équipes de recherche, leur amener le sujet. Et s'il y a matière, travailler avec eux, mais ça peut quand même être eux qui portent et avoir ainsi un degré d'implication de votre entreprise qui va être plus modéré. Voilà. Selon les travaux, ça peut être intéressant ce type de montage et c'est gagnant-gagnant à la fois pour le laboratoire et l'entreprise. En termes d'éligibilité, donc on va parler, il faut être sur de la conception, enfin, il faut que ça ait un impact stratégique sur la conception et la production industrielle. Ça peut toucher à la santé, à la transition écologique, mais peut-être plus particulièrement pour le ferroviaire, ce qui est intéressant, c'est la sécurité des données, des systèmes, des sous-systèmes. Voilà, donc ça peut s'appliquer à de la sécurité fonctionnelle, ça peut s'appliquer à la conception, voilà, à tous les niveaux, l'IA peut entrer en jeu. Les travaux doivent être réalisés en France et non engagés avant le dépôt. Alors, non engagés avant le dépôt, c'est assez systématique pour tous les appels à projets dont on a parlé, sinon les dépenses ne sont plus éligibles. La règle européenne oblige. Mais les travaux réalisés en France, le projet ne doit pas causer toujours de préjudice significatif à l'environnement. Et vous pouvez typiquement jalonner vos projets en 3 phases. Une première sur la démonstration de faisabilité technique. Une seconde sur la réalisation d'un démonstrateur, et puis une troisième phase, là, les budgets vont être beaucoup plus élevés, puisqu'on est sur quelques centaines de milliers d'euros sur les phases 1 et 2, et la phase 3, on peut aller mobiliser des fonds de 3 à 8 millions d'euros. Donc ça commence à être des beaux projets, quoi. Vous pouvez laisser des projets avec une grosse ambition dans ce guichet-là. Pareil, 3 relèves, une qui est proche et 2 l'année prochaine. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de vos contacts pour être accompagné. Alors, je vais enchaîner justement sur les appels ciblés au niveau européen. Donc, les appels ciblés au niveau européen, j'ai choisi de vous présenter les appels Horizon Europe ce matin. Donc là, je vais plutôt vous faire en fait une introduction globale à ce que sont les appels Horizon Europe, parce qu'il y en a plusieurs centaines par an. Donc, je ne peux pas tous vous les présenter. Néanmoins, donc le programme Horizon Europe, en fait, c'est le programme de recherche et de développement de l'Union européenne qui donc est en cours là de 2021 à 2027. Donc 2027 approchant, en fait, la Commission est en train de préparer le prochain appel à projet, enfin le prochain programme cadre. Donc ce programme cadre, en fait, il a plusieurs piliers. Un premier pilier qui est autour de la science d'excellence, donc qui caricaturalement parlant, s'adresse plutôt aux académiques. Un deuxième pilier où là, l'objectif est vraiment de travailler sur du collaboratif, sur des sujets identifiés, où là, on va voir les académiques et le monde économique qui se rencontrent. Le pilier 3, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'innovation, avec notamment le Conseil européen de l'innovation, donc les EIC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a un quatrième pilier, ou en tout cas un pilier transversal sur la partie élargir la participation et l'espace européen de recherche. Mais ce matin, je vais vous parler rapidement du pilier 2, en fait, qui est vraiment un pilier qui est dédié au fait de résoudre des problématiques identifiées par la Commission européenne, d'où le fait de vous le présenter comme un appel à projet ciblé. C'est un pilier qui est constitué de 6 clusters, et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'attirer votre attention sur les clusters 4 et 5, qui sont les clusters qui vont intéresser la filière ferroviaire, parce que le cluster 4 va traiter de tout ce qui est numérique, industrie et espace. Donc, il peut y avoir des sujets autour du numérique ou de l'industrie qui intéressent la filière. Et on a le cluster 5 qui traite de climat, d'énergie et de mobilité, sur lequel aussi il peut y avoir des sujets.
Alors, il faut aussi noter qu'il y a une JU, donc une Joint Undertaking, qui s'appelle Europe's Rail, qui diffuse des dispositifs qui sont spécifiquement dédiés à la filière ferroviaire au niveau européen. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler. L'objectif, c'est plutôt d'ouvrir votre horizon sur des appels qui ne sont pas dédiés à la filière ferroviaire, mais qui sont d'intérêt pour la filière ferroviaire. Si on caricature, les appels Europe's Rail au niveau européen sont quasiment les coryphères français, quoi, si on fait un parallèle. Donc ce matin, on ne vous parle pas de coryphères, on ne vous parle pas non plus d'Europe's Rail. Par contre, il peut y avoir des sujets d'intérêt pour la filière ferroviaire quand même dans les clusters numériques industrie, espace et climat, énergie et mobilité. Donc sur ces appels-là, en fait, on est sur des appels, on appelle une approche top-down, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne définit des thématiques sur lesquelles elle souhaite qu'il y ait des avancées en termes d'innovation et en termes de recherche au niveau européen. Et donc, les appels qui vont être lancés par la Commission européenne, l'objectif, c'est que des consortiums y répondent. Donc, ce sont forcément des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux. Là, l'objectif de la Commission européenne, c'est de faire travailler ensemble les Européens sur une thématique dédiée. C'est des projets qui durent environ 3-4 ans. En moyenne, avec des budgets de 7 à 8 millions d'euros, mais c'est vraiment une moyenne, parce qu'il peut y avoir des projets à 2 millions d'euros comme des projets à 20 millions d'euros. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut forcément 3 entités différentes issues de 3 États différents en Europe. Et donc, on a 3 types de projets, toujours un petit peu, les 2 premiers en tout cas, toujours dans cette échelle de TRL, avec des premiers projets Research and Innovation Action qui sont sur des TRL assez bas. Donc là, la Commission estime qu'il n'y aura pas de commercialisation possible en fin de projet, ou en tout cas pas directement. Donc là, tout le monde est financé à 100%, y compris les entreprises, les grands groupes. Donc sur les projets de recherche et d'innovation. Et ensuite, on a les Innovation Action, où là, les TRL en fin de projet sont plus hauts, donc on n'est pas très loin de la commercialisation. Et donc, dans ces cas-là, la Commission européenne finance à 100% les organismes publics et non-profit, et à 60 ou 70% les organismes à but lucratif, y compris les entreprises, y compris les grands groupes, et c'est uniquement de la subvention. Donc, effectivement, ceci étant dit, par rapport à aux dispositifs français qui permettent des taux de financement un peu moins importants, néanmoins, la concurrence est rude sur les appels à projets européens. Le taux de réussite est en général autour de 12%. Donc, c'est-à-dire que quand vous déposez, vous avez à peu près une chance sur 10 d'être financé. Néanmoins, si vous êtes financé, vous pouvez être financé de façon très importante. Et on a un dernier type d'actions qui sont les CSA, qui sont les Coordination and Support Action. Là, c'est plutôt des actions pour travailler sur un écosystème ou des mesures d'accompagnement autour d'une filière. Donc ça, c'est quelques petites clés qui sont intéressantes pour comprendre les différents appels à projets. Dans les appels à projets, on peut typiquement avoir, aujourd'hui, on a des appels autour de, un petit peu à l'instar de ce que présentait Guillaume sur Pionnier de l'IA, on a des appels qui sont ciblés autour de la cybersécurité de l'IA et de cas d'usage de l'IA, et notamment d'IA générative dans les projets européens. Mais ça, je vous invite à vous rapprocher de vos différents pôles de compétitivité qui sauront vous indiquer quels sont les appels européens d'intérêt pour vous. La liste étant importante, comme je vous le disais, il y en a plusieurs centaines par an, donc il est important, si vous n'avez jamais travaillé sur le projet Horizon Europe, qu'on puisse vous accompagner, et on est là pour ça, donc on le fera avec grand plaisir. Oui, donc c'est le moment où on vous invite à questionner ceux qui sont présents et qui ont fait des présentations. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse? Donc nous sommes à votre écoute. Donc une question sur la collaboration R&D TRL 3 à 7 à l'échelle nationale. Il y a aussi un programme, donc c'est plus un signalement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? David Chupin.
Non, j'ai rien de plus à ajouter. Il y a un certain nombre de personnes qui ont pris la parole, qui connaissent le programme. Donc c'est voilà, simplement le mentionner. Il est disponible et n'hésitez pas. On a reçu début septembre la confirmation de l'ouverture de la deuxième tranche de City avec un probable élargissement des bénéficiaires potentiels. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire signe. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On vous signale aussi que si vous avez des idées de projets et que vous souhaitez identifier des partenaires, les pôles de compétitivité sont aussi des bonnes portes d'entrée pour vous aider à compléter avec des compétences recherchées les acteurs dont vous auriez besoin. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des appels à recherche de compétences que vous voulez porter à notre connaissance? Séverine, juste pour rebondir sur l'information qu'a transmis David, effectivement, il y a City qui est ouvert. Là, on vous a fait une petite sélection parce qu'en 1 heure, on ne pouvait pas vous présenter tous les appels à projets qui sont ouverts, hein. Il y en a encore effectivement plein d'autres qui sont ouverts au niveau européen. Je ne vous ai pas parlé d'Interreg, de LIFE, etc. Mais là, c'était pour déjà vous ouvrir votre horizon au-delà de Coryphère et de Europe Rail au niveau européen. Surtout, n'hésitez pas à contacter les pôles, hein, parce qu'il peut y avoir des sujets intéressants pour vous, ou aller déjà sur nos sites internet. On a tous une sélection des appels à projets ouverts en cours qui sont intéressants pour les filières. Et du coup, je me permets de répondre à Carole qui posait une question sur la possible cumulation des aides. Au niveau des candidatures et de l'obtention, il n'y a rien qui vous empêche de soumettre plusieurs projets à différents dispositifs en même temps ou au même dispositif au même moment. Par contre, la limite qui sera à ne pas que vous ne pourrez pas franchir au niveau français, c'est le fait qu'il y a un principe d'1 € d'aide publique pour 1 € de fonds propres. Sur tous les dispositifs français. Donc, ce qui veut dire que, je dis n'importe quoi, vous soumissionnez deux projets Innov ou un projet Innov et un projet IDEMO, chacun avec 1 million d'euros de budget et une aide autour de 400 000 euros. Si vous n'avez que 500 000 euros de fonds propres, vous ne pourrez pas contractualiser les 2 projets. Donc ça va être ça la limite, c'est qu'il faut que vous ayez bien en tête quel est votre niveau de fonds propres pour pouvoir soumissionner aussi en fonction. Au niveau européen, on n'a pas cette limite-là. Par contre, de façon globale, et c'est pareil, de façon globale, vous ne pouvez pas vous faire financer une même action 2 fois. Donc, par exemple, vous pouvez très bien je dis n'importe quoi sur un projet d'IA autour de la détection d'obstacles sur une voie ferroviaire. Vous pouvez très bien soumissionner un projet européen qui sera plutôt lié aux aspects détection, lidar, radar, etc. Et avoir un projet plutôt sur la partie espace de données au niveau français. Mais il ne faut pas que vous ayez les mêmes actions qui soient financées. Il faut bien que vous sépariez les actions. Voilà. Vous pouvez pas, vous pouvez pas vous faire financer 2 fois. Vous ne pouvez pas, en gros, être bénéficiaire sur une action d'innovation que vous faites. Voilà. Je ne sais pas si cette explication était claire, mais ce sont vraiment ça les 2 limites. Au niveau français, le niveau de fonds propres et au niveau européen et français, le fait de ne pas cumuler les aides. Ouais, juste si je peux compléter, parce que je vois que Carola a répondu de nouveau. Le plus simple à retenir, c'est d'avoir des assiettes de dépenses distinctes si vous faites plusieurs candidatures. Dans le cas où vous candidatez, comme vous le dites, à plusieurs aides, et si on a de la chance d'être retenu 2 fois ou plus, on choisit. Il y a une partie qui peut être cumulable dans la limite des intensités d'aide autorisées par l'Union européenne. Mais en pratique, ça va être extrêmement difficile à vous de reporter, de faire le reporting de ces dépenses-là. Et en plus, voilà, le premier dispositif sur lequel vous pouvez être retenu va peut-être vous financer à hauteur de 60% si vous êtes une PME.
Et l'Europe vous permet de monter jusqu'à 80%, donc avoir un deuxième dispositif qui vous donne 20% supplémentaires. En théorie, c'est possible, mais ça va être très compliqué pour vous. Donc vraiment, le plus simple, hein, pour revenir à ce que disait Véronique, c'est d'avoir des assiettes de dépenses distinctes quand vous candidatez à plusieurs aides en parallèle. Super, merci. Une autre question sur qui contacter. Est-ce qu'on a des contacts selon les dispositifs? Là, ce que l'on vous propose, c'est plutôt un contact selon la géographie et les pôles qui peuvent vous décrypter les sujets. Donc, d'un point de vue géographique sur tout l'Ouest, on a ID for Mobility. Donc, ID Mobility avec 3 grands experts. Donc là, on voit les zones géographiques et vos pôles de rattachement. Il y a aussi le pôle CARA. Je pense que c'est CARA, Julien ou Guillaume qui ont pris la parole. Et bien évidemment, on a le pôle e-trans avec Anthony et Elodie. Est-ce que ça répond aux questions? Et évidemment, chacun a une liste de cabinets de conseil qui vous aident opérationnellement à monter les projets, même si chacun a, comment dire, ils ont une liste, ils vous les transmettent et à vous de qualifier qui vous souhaitez sélectionner. Ah oui, des questions, des inquiétudes sur le taux de succès. Alors, sur le IC Pathfinder, on est un petit peu plus haut. J'avoue que j'ai pas en tête les derniers taux, mais c'est un peu plus que. On n'est pas de l'ordre de 10%, on est un petit peu plus haut. Mais ma réponse n'est pas précise, j'en ai conscience. Juste pour préciser, si vous ne faites ni partie d'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire ou Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à contacter l'un de nous quand même. On se fera fort ou de vous référer à un de nos pôles. On est tous collègues. L'objectif, c'est que toutes les entreprises puissent être accompagnées. Donc, on saura aussi vous rediriger si besoin. Ne vous sentez pas seul si vous ne faites pas partie des régions dont on a parlé. Est-ce qu'on prend une autre question? Et pareil, il y a au niveau européen, pour ceux dont c'est la première fois, vaut mieux se faire aspirer par un projet. Et là, encore une fois, les pôles sont vraiment des bons partenaires parce qu'ils connaissent les consortiums en cours de montage, des appels à partenariat. Peut-être quelqu'un peut élaborer sur ce sujet-là. Comment on aborde l'Europe? Alors, je ne suis pas spécialiste des sujets européens, mais je veux bien en parler parce qu'on a un collègue chez Cara qui fait ça et qui fait pas mal discuter. Effectivement, les appels européens sont de manière générale plus sélectifs que ce qu'on va pouvoir trouver au niveau national ou dans différentes régions. Donc, il y a des dispositifs qui s'adressent aux primo-déposants, on va dire, qui sont un peu plus abordables. Et puis, il y en a d'autres qui sont extrêmement sélectifs, où effectivement, il y a tout intérêt à essayer de transformer son projet, j'ai envie de dire, en un work package, en un lot de travail d'un projet qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'envergure. Ça maximise les chances de réussite. Après, il ne faut pas se décourager. C'est rare sur un EIC accélérateur. Et c'est pas rare de devoir candidater plusieurs fois pour que votre dossier finisse par passer. C'est pas parce que vous ne serez pas retenu tout de suite que votre projet n'est pas bon. Il y a un seuil à atteindre. Comme le disait Véronique, les taux de succès sont assez bas. Et donc, si vous avez une bonne note, mais qui est juste en dessous du seuil, vous ne serez pas financé. Mais voilà, il faut persévérer, prendre en compte les retours de la commission, qui, pour le coup, en général, fait des retours assez qualifiés qui permettent d'améliorer votre candidature et de redéposer. À l'inverse, si pour le coup vous avez une mauvaise note parce que pour telle ou telle raison, ce n'était pas le bon dispositif ou votre projet ne répond pas aux attentes qu'ils avaient sur cet appel-là, on sait aussi que ça ne vaut pas le coup de redéposer ici et qu'il faut changer de stratégie, changer d'approche, trouver un nouvel appel à projet ou en enrichissant le consortium, etc. etc. Voilà ce que je peux dire.
Et en complément de l'intervention de Guillaume, les pôles ont aussi, en tout cas pour les projets européens ou beaucoup de projets européens, de la visibilité sur les consortiums qui naissent, qui se créent, et notamment au sein de ces consortiums, la recherche de compétences non dotées à date par ces consortiums pour réaliser le projet. Et donc, chez Etrans, on a aussi une cellule Europe, j'aurais pu les représenter aussi, Amélie et Camille, je pense qu'elles sont connectées, elles m'excuseront de ne pas les avoir représentées, mais assurément, dans notre travail, c'est aussi de porter à connaissance de nos membres que pour certains projets européens, des consortiums sont en train de se monter et ont besoin de certaines compétences. Et c'est comme ça qu'on arrive, par le réseau, à créer et à intégrer nos membres dans des projets européens. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers votre pôle qui peut avoir de la visibilité sur ces consortiums naissants. Donc, ce qui est intéressant, on voit aussi que le rôle d'accompagnement, c'est pas uniquement identifier les dispositifs, mais c'est vraiment d'avoir une stratégie innovation, stratégie éventuellement Europe, à mettre en lien avec vos objectifs de partenariat, de collaboration avec tel ou tel acteur, et éventuellement votre développement à l'export, à l'international. Donc là, encore une fois, c'est assez précieux d'avoir des contacts qui sont des têtes de réseau à différents niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des outils, et avec cette expertise entre le primo-innovant et l'acteur très rompu à monter lui-même des projets au niveau européen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, je pense que les messages sont clairs. Il y a de l'expertise, vous avez des contacts. Donc, n'hésitez pas à les solliciter et puis ils se feront fort de vous répondre. Donc, les prochaines étapes, Véronique, par rapport à ce webinaire? Eh bien, là, je pense qu'on va vous envoyer le support et il y aura accès au replay et surtout utiliser nos adresses mail pour nous contacter pour tout conseil, montage. On est là pour ça. Merci beaucoup. C'était ID for Mobility qui avait monté ce webinaire. Encore merci beaucoup, Véronique, pour ton engagement. Et puis, comme l'a dit Jean-Jacques, on fait équipe de France du ferroviaire. Merci à tous. Merci.